Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'échiquier international en direct de Al24 News. Bienvenue. Vous êtes bien sûr sur l'échiquier, mais ce soir, cap sur Gaza pour ne pas perdre de vue, ni de cœur le massacre qui s'y déroule. Le chiffre est là et donne froid dans le dos. 600 jours, cela fait 600 jours que les Palestiniens à Gaza subissent les pires atrocités que l'humanité ait pu connaître sans que le petit doigt ne soit levé pour sauver les Gazaouis. Pendant ce temps, les appels se poursuivent pour l'ouverture des passages et l'acheminement de l'aide, restant pourtant sans écho. Après avoir carrément suspendu le travail de l'UNRWA, l'ONU aujourd'hui décline toute responsabilité quant au travail de la fameuse ONG ou, si vous voulez, la Fondation humanitaire pour Gaza, vivement critiquée après la dernière opération de distribution à Gaza, jugée d'ailleurs scandaleuse. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, nos deux invités, Ammar Dib, juge médiateur international, il est en direct avec nous de Paris. Ammar Dib, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci de votre invitation. Jimmy Dalido, analyste politique et syndicaliste, également avec nous en direct depuis Paris. Jimmy Dalido, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, Jimmy Dalido, on va commencer avec vous. Quand même 600 jours d'atrocités, de crimes, de génocide, de guerre, d'acharnement contre Gaza. 600 jours, jour pour jour. Alors, on va dire, quel avenir aujourd'hui pour Gaza? Est-ce qu'il en reste un? Écoutez, d'abord, laissez-moi présenter mes condoléances à toutes les familles de ces malheureuses victimes de l'entité génocidaire israélienne. Je pense notamment aux otages palestiniens en Israël, qui subissent aussi dans les geôles de l'entité génocidaire les pires tortures et les pires abominations. Et l'avenir s'annonce relativement sombre dans le sens où ce génocide, qui est effectivement un des pires génocides de ces dernières décennies, pour plusieurs raisons. Mais ce génocide se situe dans un contexte géopolitique et géostratégique particulier, dans le sens où le monde subit une transformation profonde. Nous savons que le nouvel ordre mondial multipolaire est en marche, boosté par le bloc du Nouveau Monde à l'Est, et nous savons que l'entité génocidaire israélienne détient une feuille de route. Cette feuille de route, c'est de supprimer de la surface de la Terre, tenter de le faire en tout cas, nos frères et sœurs de Palestine, pour laisser le champ aux multinationales et laisser la zone totalement libre aux nouveaux accords de marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entité génocidaire israélienne veut empêcher par tous les moyens que la Palestine et toute la zone, Proche et Moyen-Orient, ne deviennent un pôle multipolaire. Ce qui serait la pire des catastrophes pour l'entité génocidaire israélienne, mais aussi pour l'impérialisme nord-américain, c'est-à-dire les États-Unis. Et pour eux, ils veulent absolument empêcher que le Proche et le Moyen-Orient se greffent dans le nouvel ordre mondial multipolaire, ce qui serait la pente descendante pour l'impérialisme nord-américain, l'impérialisme d'Occident, et donc forcément de leur enfant chéri, qui est très clairement le gouvernement génocidaire israélien, et qui effectivement mène, malheureusement, n'y va pas de main morte, évidemment, toute ne pensée à nos frères et sœurs de Palestine qui sont dans un des pires moments de l'histoire de l'humanité. Tout à fait, vous ne pouvez pas mieux dire, Jimmy Dalido. Donc, Ammar Dib, 600 jours, comme je le disais, jour pour jour, où les Palestiniens n'ont pas eu de répit, à part peut-être un petit break où ils ont pu peut-être respirer et espérer, mais c'était vraiment de très courte durée. Est-ce que finalement aujourd'hui, le monde est aussi impuissant ou impuissant à ce point pour qu'ils ne puissent pas prendre une décision claire et dire
que c'en est assez, ce qui se passe à Gaza? À ce point sommes-nous devenus impuissants? Alors, ce que je dirais d'abord, ce qui complique et ce qui rajoute au drame de cette guerre et de ces bombardements et de ces massacres, et on peut le dire aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs, on peut le citer, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, M. Barnavi, qu'on assiste à un véritable génocide dont lui-même, qui était un soutien de Netanyahou au début, se dégage maintenant de ce que fait le gouvernement de M. Netanyahou en disant qu'il ne supporte plus lui-même, israélien, les horreurs perpétuées sur le territoire de Gaza. Et si vous voulez, ce qui amplifie tout ça, c'est quand même, et ça a été cité, la situation de l'UNRWA. Vous savez, cette agence onusienne qui, depuis des années, permet aux Palestiniens de bénéficier de soins, de bénéficier d'aide alimentaire, de soutien logistique. Et depuis le 7 octobre, enfin, il y a un peu moins d'un an, le Parlement israélien a voté deux lois qui lui permettent d'interdire à ce que cette agence puisse continuer d'aider et de soigner les Palestiniens. Ce qui est monstrueux, c'est-à-dire que non seulement on tue les gens, mais en plus on interdit aux agences onusiennes susceptibles de les soigner, de les aider, de les secourir, de pouvoir le faire. Vous voyez ? Donc c'est doublement cruel et doublement inacceptable. Et si vous voulez, en plus, à la suite de ça, donc bien évidemment, les financements de cette agence ont été suspendus par un certain nombre de pays qui finançaient cette agence à l'ONU, et on a commandé un audit qui a été réalisé, je crois, par la ministre française, Madame Colonna. Cet audit a conclu que les autorités israéliennes s'étaient fourvoyées en votant ces deux lois parce qu'il n'y avait pas de militants du Hamas dans les 12 ou 13 000 humanitaires travaillant dans cette agence. Et je crois que sur les 12 ou 13 000, ils ont trouvé 9 ou 10 humanitaires qui auraient eu des accointances ou des connexions avec le mouvement Hamas. Donc, si vous voulez, on a bien vu que Israël non seulement s'organise pour bombarder et tuer un maximum de Palestiniens sur cette zone de Gaza, mais en plus amplifie les choses et ce drame en interdisant à ceux qui pourraient secourir les gens blessés, les gens qui voudraient se soigner, mais aussi qui voudraient se nourrir, de pouvoir le faire. Oui. Et donc, c'est doublement cruel, je le répète. Et puis alors après, sur votre question, pourquoi nous en sommes toujours là, après plus d'un an de ces bombardements et de cet état de guerre qui conduit à ce génocide terrible, nous en sommes toujours là parce que, bien évidemment, la réponse politique et la réponse diplomatique n'est pas au rendez-vous. L'ONU, à chaque fois que l'ONU prend des dispositions ou souhaite prendre des dispositions, il y a une menace israélienne qui se fait entendre et surtout qui se fait entendre auprès des Américains, et les Américains menacent du veto, menacent de suspendre les financements d'un certain nombre, comme ils l'ont fait pour la CPI notamment, le financement d'un certain nombre d'organisations onusiennes et d'agences onusiennes, et donc ça fait reculer tout le monde, parce que bien évidemment dans ces cas-là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si on n'a pas d'argent, tout se complique, vous voyez. Et là, en Occident, quand on milite et quand on essaie de faire entendre que c'est insupportable ce qui se passe là-bas, on nous répond assez systématiquement, nous, les arabo-musulmans, on va dire, qui sommes bien évidemment très sensibles à ce qui se passe là-bas et très torturés de constater tout ce qui s'y passe. On nous répond souvent, mais que font les pays arabes, vous voyez ? Et donc, moi, je voudrais qu'au-delà des Nations Unies, il y ait quand même un pôle pays arabe, quand je vois l'Afrique du Sud, quand je vois le Brésil, quand je vois un certain nombre et l'Algérie au premier chef, qui se sont mobilisés dès le début pour aider la population gazaoui et plus généralement palestinienne. On peut citer d'autres pays qui se sont montrés particulièrement silencieux et particulièrement inactifs. J'ai été très, très marqué, très troublé de voir que M. Trump, à l'occasion de sa visite en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, est reparti avec un chèque de 1 000 milliards, vous voyez, d'investissements, de ventes, de contrats. Et par contre, on n'a pas grand-chose pour la Palestine, vous voyez. Et donc, quand on fait ce constat-là, on se sent, nous, à notre niveau, assez démunis, et ça nous torture davantage. Et franchement, on sent quand même une prise de conscience, notamment chez la diaspora juive
française, européenne, voire américaine, qui sent bien que on est en train de marquer l'histoire, mais Netanyahou est en train de faire quelque chose qu'on compare ouvertement maintenant au génocide perpétré durant la Deuxième Guerre mondiale, et ça les incommode énormément. Très bien, Ammar Dib. Oui, on va y revenir justement sur cet aspect et sur l'aspect de l'aide humanitaire, qui est un volet assez large où on peut finalement, depuis quelque temps, mettre toutes les idées et toutes les informations et leur contraire, au fait. Justement, Jimmy Dalédo, alors, depuis quelque temps, il y a une grande désinformation concernant cette aide humanitaire à Gaza, puisque l'entité sioniste et son gouvernement de criminels, puisque c'est ainsi, c'est le cas, parle d'une entrée d'aide à Gaza, alors que toutes les informations de l'ONU, justement, démentent, et toutes les ONG qui ont été citées démentent le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu une entrée d'aide. À part celle de cette ONG ou de cette fondation très controversée et très critiquée par l'ONU elle-même, qui est donc, si vous voulez, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui finalement est une fondation privée. Alors, Jimmy Dalédo, la question est celle-là. Pourquoi, après tous ces jours de massacre, après avoir arrêté et suspendu l'UNRWA aujourd'hui, on en vient à faire appel à des sociétés d'aide humanitaire privées, entre guillemets? Écoutez, c'est une très bonne question. D'abord, effectivement, on constate qu'actuellement, à Gaza, c'est à peu près 500 000 enfants qui sont terriblement affaiblis sur des lits d'hôpitaux et qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Et force est de constater que l'entité génocidaire israélienne ne veut pas que les aides humanitaires urgentes se diffusent. Depuis le début, nous constatons que par ces différentes actions de blocage, que ce soit au niveau de l'information, que ce soit au niveau de la diffusion des aides humanitaires, et à tous les niveaux, on constate que l'entité génocidaire israélienne vise effectivement la population palestinienne, ne vise pas une organisation politique. C'est véritablement, et là, on touche à la notion d'intention. Vous savez, c'est la notion d'intention qui est liée à la notion de génocide. Et en réalité, parfois, il y a effectivement des caméras qui traînent ça et là. Et parfois, l'entité génocidaire israélienne, je crois, utilise des coups médiatiques. C'est-à-dire qu'ils vont organiser d'une manière très parcellisée des distributions alimentaires, mais d'une manière très infime, en petite quantité, avec une organisation de l'information qui fait que les images peuvent se diffuser. Et je crois que là, le criminel de guerre et ce criminel contre l'humanité, effectivement, Benjamin Netanyahou et ses politiques veulent mettre en avant le fait qu'ils contrôlent la population de Gaza. C'est ça qu'ils veulent faire. Oui. Dans les petites images qui transparaissent, c'est ce qu'on a vu dernièrement avec nos frères et sœurs de Palestine qui, vous savez, ces images atroces d'enfants qui s'accrochent au grillage et qui veulent à manger. Ça, ce sont des événements qui laissent filtrer, qu'ils organisent. Pourquoi? Pour montrer qu'ils ont un contrôle sur les âmes palestiniennes. C'est une approche très médiatisée, c'est une approche qui rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler une guerre de l'information, qui existe aussi, et c'est une approche abominable qui est savamment orchestrée par les criminels de guerre et criminels contre l'humanité, notamment Benjamin Netanyahou. Très bien, Jimmy. Je reviens vers vous, Ammar Dib. Alors, comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, qu'après avoir suspendu l'UNRWA, qui était chargé justement de la distribution de l'aide et de venir en aide à tous ces Gazaouis en difficulté, qui donc est en déplacement,
et qu'aujourd'hui on ait recours, alors que l'ONU a dénoncé le fait de recourir à cette fondation, la GHF, qui a procédé le 26 mai dernier, c'est-à-dire pas moins de 48 heures plus tôt, à une distribution d'aide, peut-être la seule, et que cette distribution s'est très très mal passée, a très mal tourné, parce que toute cette population affamée, vous pouvez imaginer un petit peu le scénario, et les scènes font un petit peu le tour des réseaux sociaux, une population complètement affamée, donc qui s'est jetée sur cette nourriture. C'est ça qu'on veut donner comme image du Palestinien aujourd'hui, et d'autant plus que cette fondation est donc traitée d'impartiale, de partialité plutôt, de non-neutralité et de non-indépendance, puisqu'elle a des affiliations et des accointances avec les États-Unis et l'entité sioniste. Alors, il y a plusieurs points. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les Israéliens, l'armée israélienne, cible les humanitaires, par exemple. Je crois que pour l'UNRWA, c'est plus de 200 morts durant les bombardements. Cible les journalistes, c'est parce que c'est les premiers témoins de ce que fait l'armée israélienne sur le territoire de Gaza. Et en parallèle de tout ça, si vous voulez, non seulement on veut se débarrasser des humanitaires et des journalistes et de tous ceux qui pourraient témoigner ou filmer toutes les horreurs, et malgré ça, on a des images qui nous arrivent, Dieu merci, on peut voir ce qui s'y passe. Et donc ça, le fait qu'il puisse y avoir des témoins, des humanitaires ou des journalistes, ça incommode grandement les Israéliens. Et donc, on essaie de se débarrasser d'eux en les trouvant trop impliqués, en les trouvant en arrêtant les financements, en braquant tous les financiers contre eux, et un certain nombre de mesures prises contre justement tous ceux qui pourraient aider le peuple palestinien. Et en parallèle de tout ça, le nombre de journalistes tués, je crois qu'il n'y a pas de autant de journalistes qui auraient été assassinés durant des conflits comme durant les bombardements à Gaza depuis 1 an. C'est quelque chose d'historique et je ne comprends pas qu'on puisse l'admettre et le supporter en Occident et ailleurs. Et dans la continuité de tout ça, il faut se poser la question pourquoi Israël affame les Palestiniens? Pourquoi Israël tente d'exterminer les Palestiniens? Je pense que principalement, et ça a été dit et déclaré, Israël veut que les Palestiniens veulent installer la frayeur chez les Palestiniens pour que les Palestiniens fuient la bande de Gaza et que Israël puisse totalement récupérer la bande de Gaza. Et donc, pour faire fuir les Gazaouis, on les bombarde, on les tue, on leur fait peur, on les menace, on les affame. Et alors, le problème, c'est que la stratégie ne fonctionne pas. Les Palestiniens, avec un courage assez exceptionnel, ont déclaré, ont décrété, ont dit on ne quittera jamais notre terre, quitte à y mourir, quitte à y être affamé, on ne quittera jamais le territoire gazaoui. Et donc c'est admirable comme courage, c'est admirable comme attitude et comportement, et c'est une vraie leçon pour l'humanité et pour nous tous. Et si vous voulez, Netanyahou ne comprend pas trop et son armée non plus, et ils ont quand même des défections, hein, de plus en plus, et on en entend parler. Ils pensaient qu'en perpétrant ces horreurs, les Palestiniens allaient se réfugier en Égypte ou ailleurs, et qu'ils allaient assez facilement récupérer la bande de Gaza avec la complicité des États-Unis, puisque M. Trump a dit qu'il allait construire avec Israël des hôtels, faire de la bande de Gaza une zone touristique, créer du business et je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, la stratégie, c'est celle-ci. Faire peur, effrayer, affamer, pour que la bande de Gaza soit vidée de son peuple et que les Israéliens puissent la récupérer. Il y a pire, dernièrement, il y a une semaine de cela, une aide aussi médiocre et minime est entrée également au sud de Gaza, et l'entité sioniste avait demandé donc aux gens affamés, parce que c'est le cas, aux Gazaouis affamés au nord, d'aller vers le sud pour récupérer s'ils avaient envie de se nourrir. Donc un autre piège, une autre façon détournée de provoquer des déplacements. Jimmy Dalido, alors à chaque fois qu'on parle d'aide ou de cette exigence d'ouvrir les passages, parce que la nourriture, il y a de la nourriture, c'est juste qu'il faut ouvrir les passages et l'acheminement se fera de lui-même. D'ailleurs, même l'ONU avait dit qu'il y avait, l'OCHA, puisque pour la citer, avait dit qu'il y avait de la nourriture pour plus de 2 semaines si les passages étaient ouverts pour toute la population de Gaza. Ce n'est pas le cas et on l'a compris. À chaque fois donc,
l'entité sioniste, si vous voulez, lie cette aide ou conditionne cette aide par le fait qu'il faut absolument faire la distinction entre la population et Hamas. Est-ce que vous pensez que chaque Palestinien doit tenir une carte d'identité et dire, voilà, je suis civil, et que le Hamas a une carte pour dire, je suis du Hamas, donc vous pouvez ne pas me distribuer de la nourriture? Est-ce que vous ne pensez pas réellement que c'est un prétexte fallacieux qui ne marche plus et qui pourtant est toujours répété par l'entité sioniste, et que certains, l'Union européenne de surcroît et l'Occident, continuent de croire et de vouloir le faire croire aux autres? Écoutez, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il faut, on peut affirmer cette réalité que la famine est une arme de destruction massive qui a été utilisée à travers plusieurs séquences historiques et dans plusieurs pays par l'impérialisme et actuellement par l'impérialo-sionisme cristallisé par l'entité génocidaire israélienne. La famine est une arme de guerre. C'est une arme de destruction massive qui a été utilisée à travers le temps. C'est un petit peu comme cette vision du château. Vous voyez, on se souvient qu'à l'époque du féodal, lorsqu'il y avait un château qui était pris d'assaut, il y avait un siège de ce château et l'ennemi encerclait le château et empêchait que les vivres, ils empêchaient que des vivres rentrent dans ce château. Ils attendaient comme ça plusieurs jours. Et lorsqu'il y avait famine qui était installée dans ce château, alors l'armée n'avait plus qu'une chose à faire, rentrer dans le château et prendre le contrôle du château. C'est exactement la même logique que l'impérialisme utilise en Palestine. Et en réalité, la deuxième chose, c'est que ce prétexte fallacieux qui consiste à dire qu'il faut différencier le Hamas de la population, non seulement est un faux prétexte, et c'est une ligne politique qui n'a jamais existé et qui ne peut pas fonctionner pour la simple bonne raison que de toute façon, quelle que soit l'organisation politique, quelle que soit son identité idéologique, on ne peut pas tuer une idée. C'est pas possible. Tuer une idée par les bombes, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Personne n'a pu tuer des idées par des bombes. Ça, ça, il n'y a que les empereurs, que des personnes comme Monsieur Trump ou Benjamin Netanyahu qui pourraient le croire. Mais autre élément qui est important, c'est que je crois effectivement que nous assistons à une véritable ubérisation de la Palestine. L'impérialisme est un outil géostratégique et géopolitique qui permet d'ubériser la Palestine. Et en réalité, cette ubérisation passe par des éléments concrets. Hein. On constate par exemple ce projet nauséabond et malsain qui consiste à construire une espèce de plage en Palestine, et qui serait, on se souvient tous de ces images de Donald Trump et Benjamin Netanyahu qui sirotant un cocktail sur une plage en Palestine. Ces éléments, ce sont pas des éléments qui sont diffusés comme ça au hasard. Ce sont de véritables messages politiques qui reflètent une stratégie d'ubérisation de la zone. Et encore une fois, ce que veut éviter l'impérialisme nord-américain et son bras armé dans la région, qui est donc l'entité génocidaire israélienne, c'est que la Palestine devienne un pôle multipolaire dans le nouvel ordre mondial, multipolaire, dédollarisé, qui a pris forme il y a quelque temps. Et ça se constate aussi dans les processus de normalisation. Tout à l'heure, vous parliez très justement, Madame Yartal, du silence et de la passivité qui est égale destruction, qui est égale à une forme de collaboration, il faut le dire. Le silence et la passivité est égale collaboration. Et la normalisation entre certains gouvernements et l'entité génocidaire israélienne, c'est aussi une collaboration. Et force est de constater que pendant que nos frères et sœurs de Palestine sont en train de se faire massacrer, il y a des accords de marché qui sont signés. Je pense notamment à cette base militaire au Qatar, qui pour un montant de plus de 10 milliards d'euros. On en parlera certainement.
Jimmy, parce que le temps nous prend réellement de court, mais on en parlera prochainement et on en parlera et on essaiera de voir ce qui se passe aujourd'hui à Raza. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce n'est pas le moment de se taire. Et il faut dire qu'un hommage a été rendu à la famille Nadjar, cette médecin qui a perdu 9 enfants et son mari qui est en état grave. Ammar Benjamin, le représentant algérien des Nations Unies, auprès des Nations Unies, a dénoncé ce qui se passe aujourd'hui à Raza, comme l'a fait toujours l'Algérie depuis le début de cette guerre et de ces génocides. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'était avec nous donc Ammar Dib, juge médiateur international, et Jimmy Dalido, analyste des questions internationales et syndicaliste. Au revoir et merci pour votre attention.